Monsieur, bonsoir. Nous avons un immense privilège, je dis bien immense privilège, d'accueillir sur ce plateau un des plus grands esprits peut-être du XXe et du XXIe siècle, puisqu'on est à cheval maintenant sur 2 siècles. Quel effet ça fait d'être à cheval sur 2 siècles comme ça, Monsieur Bernard Lévy? Ah, bah ça dépend. Certains jours, je me sens très vieux et certains jours, je me sens très jeune. Ça dépend C'est vraiment une question d'état d'esprit. Question d'état d'esprit, oui. Il y a des jours où je me dis que l'essentiel de ma vie s'est passé dans le XXe siècle et que tout est derrière. Et puis il y a des jours où, au contraire, je me dis qu'il y a tant à faire au XXIe siècle que cela me donne un élan et une jeunesse redoublée. Ce n'est vraiment pas ce n'est pas pour vous flatter ni quoi que ce soit que je dis que vous êtes un des meilleurs esprits de ce siècle, parce que finalement, on se rend compte avec le temps que la bataille pour les idées est vraiment fondamentale et que peut-être on ne lui accorde pas assez d'importance. La réflexion, la philosophie, on n'y accorde peut-être plus assez d'importance finalement. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vis pour cela et depuis très longtemps. La bataille des idées, elle est fondamentale, elle est au cœur de mon existence. Et même, je me rappelle, notre dernière conversation, on tirait aux portes de ces locaux, on tuait à Kamenge, le pays était à feu et à sang, et j'étais venu avec vous raconter ce que j'avais vu, témoigner, certes, mais aussi parler d'idées. Et pour moi, il n'y a pas de circonstance où l'on puisse dire que ça n'est pas le moment de parler d'idées et qu'il faut laisser les idées à plus tard. Donc oui, la bataille d'idées, elle est capitale. Les idées tuent, et les idées sauvent. Et la bataille des idées, c'est la bataille souvent entre les bourreaux et les victimes. C'est la manière d'arrêter les bourreaux, ou c'est la manière, au contraire, de les multiplier. Il ne faut pas oublier que au XXe siècle dont vous parlez, les idées ont été des multiplicateurs de crimes, des accélérateurs de particules criminelles. Et puis elles ont été, dans d'autres cas, ce qui a arrêté le bras des bourreaux, ce qui a permis de les juger, ce qui a permis de les discréditer. Donc c'est une bataille essentielle. Une question qui parfois peut-être, quand on voit les crimes massifs qui se passent en Afrique, certains ont tendance à dire peut-être que c'est des haines, des ataviques entre Africains, entre nègres, c'est normal, c'est presque normal que les tribus se détestent, etc. Mais on voit bien que ce n'est pas un monopole non plus de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui, selon vous, pousse des milliers de gens, des centaines de milliers de gens à tuer d'autres personnes comme ça, comme une folie collective? Sur le point d'abord que vous évoquiez, il y a deux principes. Premièrement, l'Europe n'a de leçon à donner à personne, parce qu'en matière d'hécatombe, de crimes sur grande échelle, de crimes contre l'humanité, l'Europe a probablement atteint le sommet, je pense, au nazisme. Donc pas de leçon à donner. Inversement, deuxième principe, l'Afrique ne doit en aucun cas se réclamer de cela, ou se réclamer du passé colonial, ou s'en remettre à des crimes anciens commis par l'Europe pour se défausser des crimes qu'elle commet aujourd'hui. Autant il faut être très sévère avec l'Europe et dire aux donneurs de leçons, balayez devant votre porte, le nazisme, jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas les Africains qui l'ont inventé, autant il faut être très sévère avec ceux qui, aujourd'hui, y compris parmi, et souvent, notamment parmi les dirigeants africains, disent « Ah, mais on n'y est pour rien », tout ça, c'est la faute à l'Europe. Voilà, il faut se tenir, il faut naviguer entre ces deux écueils. Maintenant, d'où vient, quelle est l'explication? Est-ce qu'il y en a même une à ces phénomènes de haine chauffée à blanc, de déchaînement de fureur collective, de folie criminelle, comme on en a connu en Europe et en Afrique? Alors en Afrique, c'est le Rwanda, c'est le Sierra Leone, le Libéria, et c'est ce pauvre et aimé et cher Burundi où les tueries se sont arrêtées finalement il y a peu de temps. Là, moi, je dirais, j'ai écrit des pages et des pages sur cette question. J'ai écrit des livres entiers sur cette affaire. Pour moi, c'est le mystère le plus profond. Qu'est-ce qui fait que les jeunes que j'ai pu croiser hier à Kamenge auraient pu être, j'espère qu'ils n'ont pas été, ou pourraient être, ce qu'à Dieu ne plaise, d'un seul coup, les mêmes,
ces criminels qui tuaient gratuitement sur un barrage routier improvisé dans la forêt de Tenga où je suis allé voir il y a 7 ans, qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans le crime absolu, dans cette espèce de siphon criminel où toutes les passions humaines sont aspirées par une volonté de meurtre? Ça, c'est l'énigme la plus absolue de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas d'explication à ça. Il n'y a pas d'explication à ça. Et en tout cas, tous ceux qui prétendent donner une explication simple sont des gens qui, à mon avis, atténuent la portée de cette horreur-là. Tous ceux qui disent c'est à cause de la misère, ou tous ceux qui disent c'est parce qu'on les a endoctrinés, ou tous ceux qui disent c'est parce que il y a eu de trop grandes inégalités dans le pays. Tout cela, je crois, passe à côté de l'énormité mystérieuse du phénomène. Et ça, bon, il y a Solzhenitsyn, dont on a, qui est mort il y a quelques semaines, a consacré un monument à essayer d'expliquer ça. C'est l'archipel du Goulag. Il y a sur le nazisme des monuments de littérature qui tentent de percer cette énigme. Sur le Rwanda, sur le Burundi, ben on commence. Moi, j'ai dans un de mes livres anciens qui s'appelait Nuit et brouillard au Rwanda, j'ai essayé d'expliquer ça. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on peut... Quiconque essaierait de l'expliquer au micro d'une radio en termes simples ferait du mauvais travail, excuserait les criminels et atténuerait la portée de leur forfait. On a tendance un peu à dire ici que s'il y a eu une certaine échelle de crimes dans ce pays, c'est parce que durant toutes les années passées, entre autres, il y a eu accumulation de petits crimes de 5 personnes, 10 personnes, 100 personnes, que l'impunité finalement est un ferment puissant de crimes encore plus massifs après. Voilà. On peut désigner des ferments, le mot est bon, ou des causes occasionnelles, pour parler comme les philosophes chrétiens du XVIIe. C'est des ferments, des causes occasionnelles. L'impunité en est un, c'est certain. L'impunité, c'est-à-dire l'idée que tout est permis, hein, la phrase de Dostoïevski, si Dieu est mort, tout est permis. Si, dans les cas, et c'est ça qui s'est passé ici, où même si Dieu est vivant, tout est quand même permis, alors là c'est un boulevard pour le crime. C'est ça qu'on a dit au Burundais. Dieu est vivant et au nom de Dieu tout est permis. C'est ce qu'on a dit au Burundais, c'est ce qu'on a dit au Rwandais, c'est ce qu'on a dit dans les parages de l'islamisme radical à une partie du monde musulman, c'est ce qu'on a dit au peuple d'Europe, où Dieu était soi-disant avec les SS et où il justifiait les crimes. Donc ça, ce sentiment d'impunité à la fois métaphysique et politique, Dieu nous permet et les hommes ne nous punissent pas, ce double sentiment-là, cette mâchoire, c'est la mâchoire du piège. Quand on a le sentiment qu'on n'est pas puni dans l'absolu et qu'on ne sera pas puni non plus dans le relatif, alors en effet, on en revient à cette situation qu'ont assez bien décrit les philosophes du contrat social, qu'ont assez bien décrit des philosophes comme Hobbes, où tout est permis à l'homme de faire à l'autre homme. Voilà, ça c'est le grand débat. Vous savez, qu'est-ce qui se passe quand deux visages sont face à face? Il y a la thèse d'Emmanuel Lévinas qui dit le visage de l'autre, c'est une interdiction de tuer. Et il y a la phrase de Hegel qui dit le visage de l'autre, c'est une invitation au meurtre. L'humanité, elle navigue entre les deux. Et l'impunité, c'est ce qui permet de passer de Lévinas à Hegel, c'est-à-dire de l'interdiction de tuer à l'invitation à tuer. Et ça, c'est vrai que dans un pays comme celui-ci, au Burundi, cette question de l'impunité est une question centrale. C'est une question centrale pour les victimes d'hier et pour ceux qu'à Dieu ne plaise, les victimes de demain. Il y a comme un dilemme, un débat, honnête ou pas honnête, je ne sais pas, où certains semblent dire il vaut mieux essayer de laisser les plaies se cicatriser toutes seules, essayer d'oublier le passé pour qu'on ait une chance de se réconcilier, de pouvoir avancer, et donc ne pas trop remuer le passé, ne pas trop faire attention aux crimes et aux criminels, peut-être. Je crois que c'est une profonde erreur. Et là, permettez-moi d'évoquer la leçon de l'Europe, la leçon noire, la leçon ténébreuse de l'Europe. L'Europe, elle a des bons exemples à donner.
Elle a inventé les droits de l'homme, elle a inventé l'habeas corpus, elle a produit John Locke, etc. Et elle a un mauvais exemple à donner aussi et des mauvaises leçons, mais des leçons intéressantes. On a connu le nazisme, on a connu le fascisme, en Allemagne et en France. Et nous savons au contraire que tant qu'une société ne fait pas le deuil de ses morts, que tant qu'elle ne fait pas le deuil de ses crimes, tant qu'elle ne les pense pas, tant qu'elle n'en désigne pas les coupables, c'est une société malade, c'est une société folle, et c'est une société qui est prête à reproduire ses crimes. Je pourrais entrer dans le détail. Par exemple, il y a eu en Italie et en Allemagne, et un peu en France, dans les pays qui ont été marqués par le fascisme, il y a eu dans les années 70 quelque chose, une tentation terrible qui était la tentation du terrorisme. Le terrorisme, la bande à Bahader, les brigades rouges. Il est démontrable, je pourrais vous le démontrer, que s'il y a eu la bande à Bahader et les brigades rouges en Allemagne et en Italie, c'est parce qu'on ne voulait pas penser le passé criminel de ces pays, le passé nazi et le passé fasciste. C'est sur les ruines non nettoyées, c'est sur les ruines non traitées du fascisme et du nazisme que le terrorisme s'est développé en Europe. Pareil, à mon avis, pour le Rwanda, pour le Burundi et pour d'autres pays d'Afrique. Si ces pays-là ne prennent pas à bras-le-corps ce qui s'est passé, s'ils ne regardent pas en face l'horreur de ce qui s'est perpétré, quoi qu'il en coûte, et je sais qu'il en coûte, je suis sûr que beaucoup de Burundais qui m'écoutent connaissent au moins un criminel. Je sais qu'ils côtoient au moins un autre criminel aujourd'hui encore. Il faut donc passer par ça. Mais s'ils ne le font pas, alors je crois que le Burundi restera une société malade. Les Burundais continueront à faire des cauchemars la nuit et ils continueront de vivre avec sur la tête l'épée de Damoclès de la répétition du crime. Et accessoirement, je crois que le chemin et de la démocratie et de la prospérité leur sera fermé. Pour que ces chemins-là s'entr'ouvrent, il faut faire comme ont fait les Européens, il faut faire comme font les criminels serbes aujourd'hui, il faut faire comme font les Africains du Sud. Il faut regarder le passé et il faut le traiter aussi douloureux que soit ce projet. Que faire pour les morts qui sont... Certains d'entre nous disent très souvent que ce pays est bourré de fausses communes, qu'on marche sans le savoir, peut-être sur des squelettes de gens qui ont été enterrés sous un arbre, qui ont été enterrés sous un boisseau qui est devenu une route qui passe, et qu'on ne sait même pas combien sont morts finalement aujourd'hui. Qu'est-ce que cela représente comme danger pour les vivants? Pour moi, c'est plus qu'un danger. Et alors ça, je l'avais écrit dans mon témoignage sur le Burundi il y a 7 ans, lorsque j'étais venu ici au cœur de la guerre. J'avais dit que ce qu'il y avait de plus horrible ici, dans ce que je venais de voir, dans ce dont je venais d'être le témoin, dans les témoignages que j'avais recueillis, ce qu'il y avait de plus horrible et que je n'avais connu, moi, de mon vivant, nulle part ailleurs, c'est des morts sans nombre, sans nom, sans visage et sans tombe. Il y a des guerres où, quand il y a un mort, c'est affreux, c'est horrible, mais enfin, regardez, la guerre, par exemple, israélo-palestinienne, elle est atroce. Moi, je suis partisan. Depuis 30 ans, je n'ai pas changé d'avis, de 2 États côte à côte, se reconnaissant l'un l'autre et vivant en paix. Cette guerre qui s'éternise, il y a au moins une chose, si j'ose dire, dans l'horreur, c'est que quand il y a un mort, on sait qui c'est, on lui fait des funérailles, il a un tombeau sur lequel sa famille peut se recueillir. Chacun des morts de cette guerre, juifs et palestiniens, on sait combien il y en a, on calcule le dénombrement affreux, 4827, 4835, 5312, il a un visage, il a un nom. Ce qui m'avait frappé dans cette guerre du Burundi, c'est qu'on ne savait pas combien, c'est qu'on ne savait pas qui, c'est qu'on ne savait pas où, et c'est qu'on ne savait pas où aller se recueillir pour penser aux défunts. C'est cette phrase de Baudelaire, qui était, comme vous savez, le fils d'un prêtre jeté à la fosse commune, qui disait « Nous sommes, nous les vivants, les tombeaux de nos pères ». Et être le tombeau de son propre père, je crois que c'est l'une des expériences les plus insupportables qui puisse advenir à un humain. Et c'est la situation des Rwandais, des Sierra-Léonais, des Libériens et des Burundais aujourd'hui. Le simple chiffre, ces fameux 300 000 morts, qu'on répète, qu'on ressasse comme ça, on ne sait pas.
c'est peut-être moins, c'est probablement plus. Mais le fait même de ne pas savoir, attendez, des morts, c'est pas des tas, c'est pas des mouches, c'est pas des abattoirs. Des morts, c'est chaque fois un drame. On peut pas dire environ 300 000 morts. Le fait qu'il ne soit pas nommé est pour moi une espèce d'épouvante métaphysique, et pour les survivants, pas seulement métaphysique, mais évidemment très concrète. Donc ça, pour moi, c'est la caractéristique de ces guerres africaines. C'est ces morts sans visage. Et je vous ai cité Lévinas tout à l'heure. Moi, je crois à l'importance des visages. Je crois que ce qui fait un humain, c'est un visage, c'est un nom, c'est une mémoire personnelle, individualisée. Et c'est à ça que ça sert les tombes. Les tombes, ça sert à singulariser, à individualiser, à personnaliser le mort. Et la fosse commune, c'est une des choses les plus... Le charnier sur lequel, en effet, un village est reconstruit, c'est ce qui est le plus horrible pour les humains. C'est en quelque sorte... Le crime, c'est ce qu'il y a de plus horrible. Mais la fosse commune, c'est une sorte de redoublement du crime. Donc moi, il me semble, si j'étais burundais, si je prenais part dans ces débats, dans le débat public ici, il y a une première chose que je ferais, qui est un travail de dénombrement et de nomination. C'est ce que les Juifs ont fait après la Seconde Guerre mondiale. L'expérience que vous traversez au Burundi, elle n'est pas sans rappeler ce qu'ont connu les Juifs pendant et après la Shoah. Ces meurtres sans nombre, ces grandes hécatombes, ces humains traités comme du bétail, ces morts en grand nombre et sans nom, c'est ce que les Juifs ont connu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dénombrement, nomination. Et quand on fait un dénombrement et une nomination, ce double travail-là, ça s'appelle un mémorial. Moi, je crois qu'une des choses les plus urgentes, alors il y a les urgences économiques, bien sûr, mais c'est peut-être aussi urgent, pour que le Burundi se relève, pour qu'il aille de l'avant, pour qu'il rentre dans l'histoire d'un bon pied, c'est un travail, c'est construire un mémorial. Mémorial, ce n'est pas forcément un monument, c'est pas de la pierre. Un mémorial, c'est un nombre et des noms. Voilà. Donc il faudrait, et une télévision comme la vôtre pourrait être à l'origine, mais avec d'autres, avec des citoyens de Bujumbura ou d'ailleurs. On pourrait imaginer que des comités de citoyens se forment dans toutes les grandes villes et dans les villages du Burundi pour dire on veut savoir qui, on veut savoir combien, et on veut un lieu pour honorer ces qui et ces combien. On veut un travail de nomination, un travail de dénombrement, un travail de mémorial. Et ça, ce n'est pas l'État qui le fera, ou peut-être le fera-t-il, mais il le fera si les citoyens le lui demandent, si les citoyens en prennent l'initiative. Monsieur Bernard Lévy, on pourrait vous écouter pendant des heures. J'aimerais vous faire parler pendant des heures parce que c'est passionnant, ça clarifie, finalement, c'est ça votre combat, c'est de clarifier, d'essayer d'apporter un peu de lumière à des situations obscures, des situations qui ne sont pas qu'obscures en théorie, mais qui dégénèrent en plus d'obscurité dans la vie concrète des gens. C'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir profiter de votre passage. Laissez-moi tourner pour aller à une autre page, une avant-dernière page, si vous le permettez. Il y a comme une grosse inquiétude. Le monde est devenu un village global, comme on dit, mais en même temps, il y a une sorte de monstruosité qui est en train de s'enraciner et qui semble faire vraiment... On ne voit pas trop comment en sortir. C'est cette pratique maintenant de l'intégrisme islamiste, les bombes humaines, les talibans. Mais comment est-ce qu'on va sortir de cette affaire-là? Parce que jusque-là, plus ou moins les guerres, les conflits se passaient entre les gens qui se battaient, mais qui voulaient rester en vie pour gagner, etc. Mais là, on a affaire vraiment à des gens pour qui la vie n'a plus aucun sens, ni la leur, ni celle des autres. Comment sortir de ce piège qui semble être un piège infernal? Alors d'abord, ça, c'est une question obscure. Et j'en profite pour vous dire que le rôle d'un intellectuel, c'est là où il y a de l'obscur, de mettre de la clarté, mais ça peut être l'inverse. C'est là où il y a de la clarté, de mettre de l'obscur. Le rôle d'un intellectuel, ça peut être ça aussi. Parce que sur cette question des kamikazes, il y a des tas de gens qui nous disent qu'il y a de la clarté. Il y a des tas de gens qui nous disent c'est très simple. C'est la misère qui engendre les kamikazes, c'est le désespoir, quand les gens n'ont plus d'autres solutions, ils n'ont plus que leur propre corps et ils le transforment en bombe humaine. Il y en a d'autres qui nous disent c'est le conflit israélo-palestinien, réglons la question israélo-palestinienne et les kamikazes vont disparaître comme par enchantement. Donc le monde est plein de gens qui ont des réponses claires à la question que vous posez. Et là je crois qu'il y a une urgence d'obscurcissement. Il faut au contraire l'obscurcir, parce que les trois réponses que je viens de vous donner, elles sont fausses. Je vous fous mon billet que si on règle la question israélo-palestinienne, ça n'enlèvera pas un terroriste ou islamiste radical au Pakistan, en Afghanistan. Ils n'ont rien à faire du conflit israélo-palestinien. Ça n'est pas leur histoire. D'ailleurs, pour eux, la Palestine, elle s'appelle le Cachemire. Leur Palestine à eux, c'est le Cachemire.
fiche éperdument la Palestine. La question de la misère, c'est idiot. Un certain nombre de terroristes, les grands et des petits, sont des gens qui ne sont pas du tout dans la misère. Moi, je m'étais intéressé. Ben Laden, grand milliardaire, vous allez à Abu Dhabi, vous voyez des chantiers immenses avec marqué sur les façades en énorme, parfois en lettres fluo Ben Laden. Bon, c'est pas lui, c'est la famille. Enfin, on ne peut pas dire qu'ils viennent d'un milieu déshérité. Et moi, je me suis intéressé au cas d'un terroriste, notamment le meurtrier de Daniel Pearl. Et c'est intéressant de regarder les choses au microscope, au laboratoire. Et alors là, c'est le démenti complet à la thèse claire sur le terrorisme. Il est riche, il est bien éduqué, il sort des meilleures écoles anglaises, il est parfaitement intégré à la société britannique, et puis il y a quelque chose qui le fait basculer dans le crime, et dans dans l'islamisme radical le plus abominable. Donc déjà, là, on est face à un cas où notre rôle n'est pas de passer de l'obscur au clair, mais de passer au contraire du clair à l'obscur. Et comme il faut passer du clair à l'obscur, c'est pas ici, ça aujourd'hui, on a trop peu de temps que je l'éclairerai. Mais je vous dis simplement, c'est en effet l'une des questions les plus brûlantes de l'époque et les plus mystérieuses. Et pourquoi c'est mystérieux? Regardez, la théorie de la misère, la théorie du terreau sur lequel prendrait racine le terrorisme. Comment ça se fait qu'il n'y a jamais eu un Burundais, qu'il n'y a jamais eu un Rwandais, à ma connaissance, qu'il n'y a jamais eu un Libérien? Quand les islamistes me disent que c'est la misère qui crée les bombes humaines, il n'y a jamais eu un Burundais, un Rwandais, un Libérien transformant en bombe humaine. C'est pas l'envie qui leur manque aux gens d'Al-Qaïda de venir recruter, j'imagine. Je suis sûr qu'ils seraient preneurs. Il y a des musulmans en Afrique qui vivent dans des conditions de précarité et de misère insupportables. Pour autant, ils ne viennent pas des terroristes. Donc on est là, dans une zone extrêmement obscure, extrêmement confuse, où il faut se garder de toutes les idées simples. Et moi, je crois, alors sur l'islamisme, sur les kamikazes, sur les hommes-bombes, je crois que la réponse, elle est en tout cas dans la région des idées, dans la région de la pensée. Je crois qu'on a là un affrontement qui n'est pas soluble en termes d'économie, de politique, etc., mais en termes idéologiques, métaphysiques, voire spirituels. Moi, j'ai essayé, dans un texte ancien, d'imaginer ce qui s'était passé, par exemple, dans la tête de Mohamed Atta, l'homme qui a conduit l'avion sur le World Trade Center. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du type qui, à la dernière minute, n'a pas le réflexe de lever le manche à balai et d'éviter de se suicider? Là, on est dans quelque chose alors, il y a de la psychologie, il y a de la spiritualité, il y a de la métaphysique. Je disais l'avant-dernière page, la dernière page, ça va être encore une page peut-être de rappel des choses simples, mais qui finalement sont fondamentales pour la vie d'une communauté, d'une société. On dit démocratie, on dit séparation des pouvoirs, indépendance de la magistrature, etc. Mais si on vous disait, vous définissez les piliers de la démocratie, qu'est-ce que vous diriez? Le premier pilier de la démocratie, il y a tout ce que vous avez dit. Mais le cœur de la démocratie, et ce qui fait que ça concerne un pays comme le vôtre, et que j'en ai marre d'entendre des gens qui disent « Attendez, on posera la question de la démocratie plus tard, commençons par donner à chacun de quoi manger, procédons par ordre. » Il y a des gens qui disent ça au Burundi, en Afrique en général. On commence par donner à manger, et puis après, on s'occupera des libertés, de la démocratie. Ça, c'est un discours qui est terrible. Et qui est terrible pourquoi? Parce que le pilier de la démocratie, le premier, c'est l'habeas corpus. C'est l'interdiction de tuer. C'est l'interdiction faite aux puissants, aux riches et à l'État qui en est parfois l'expression, de régler les conflits par le moyen expéditif qu'est le meurtre. C'est l'arrêtement, l'évitement, l'empêchement du meurtre. Et ça, c'est la base de la démocratie. Le reste, le système parlementaire, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la magistrature, ça se déduit. Mais je ne vous parle là pas chez les théoriciens de la démocratie, chez John Locke, l'inventeur conceptuel de l'habeas corpus, chez Montesquieu, chez Jean-Jacques Rousseau, l'inventeur du contrat social, ça se déduit de ce principe premier qui est comment faire
pour que les plus forts n'exterminent pas les plus faibles. C'est ça la base de la démocratie. Et c'est pour ça que ceux qui nous disent le pain d'abord, la démocratie après, n'auront ni la démocratie, ni le pain. Ils n'auront ni la liberté, ni le remède à la misère. J'ajoute d'ailleurs, je le disais hier devant un groupe d'amis, là on avait une discussion, de groupe d'amis burundais, on avait une discussion passionnante sur ces thèmes. J'ajoute enfin que le choix entre la démocratie et la prospérité est un choix idiot, parce que la tyrannie, sans même aller jusqu'au meurtre, la tyrannie c'est le plus grand ennemi de la prospérité. La tyrannie ça coûte cher. Ça coûte cher parce qu'il faut entretenir des appareils militaires, des appareils policiers, des appareils de répression qui coûtent un fric fou et qui ne servent à rien, qui ne créent pas de richesse. Donc ça retire de la richesse et ça crée de la pauvreté. Et à l'inverse, la démocratie, c'est-à-dire un minimum de liberté, ben ça crée des espaces, ça crée des désirs, ça crée des élans qui permettent la création de richesses et qui permettent un peu plus de prospérité. Donc de grâce, arrêtons avec ce discours. Mais on l'entend beaucoup, on l'entend en France. Hein. On l'entend en France, on l'entend chez nos amis du monde diplomatique. On commence par le pain et pour la liberté, on verra plus tard, on rasera demain. Bon, non, arrêtons avec ce discours-là. Et essayons de nous convaincre, parce que je crois que c'est la vérité, qu'il y a un lien de cause à effet, au contraire, entre la démocratie, c'est-à-dire le refus du despotisme, le refus de la tyrannie, le refus de la servitude, et la sortie de la misère. Les deux sont totalement liés et toutes les expériences historiques le prouvent. Dernière petite parenthèse, comme je ne peux pas me retenir de rajouter disons, la dernière page de la page qui est fermée. Vous avez en face de vous un raciste ou un tribaliste, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que je lui dis? D'abord, je me protège. Ensuite, je protège les miens. Et ensuite, j'essaie, d'une manière ou d'une autre, j'essaie de l'empêcher de nuire. Pas par la violence, moi je ne suis pas violent, je ne sais pas me battre. Mais j'essaie de l'isoler. Ce n'est pas à lui que je parle. Je parle à ceux à qui lui va parler, et je parle à ceux qui seraient tentés de suivre son chemin, de l'écouter, de former son petit bataillon, sa petite escouade d'apprentis tueurs. Je l'isole. Je crois malheureusement, ça c'est une leçon que j'ai apprise de 40 ans de combat politique, de bataille d'idées, etc. Je crois que les vrais racistes, les racistes qui y croient vraiment que entre les Tutsis et les Hutus, ou entre les Hutus et les Tutsis, il y a une guerre inexpiable. Cela, je crains que le dialogue, la bonne parole, n'arrivera jamais à grand-chose. Je ne crois pas qu'on arrivera à le convaincre, je ne crois pas qu'on arrivera à le convertir. Je crois qu'on ne convertit pas un raciste ou un antisémite, dans mon cas. En revanche, je crois qu'on peut et il faut le tenir en respect et l'isoler. Les théoriciens du Hutu Power ou les théoriciens du meurtre des Hutus par les Tutsis, puisqu'au Burundi, il y avait les deux. Rien ne se serait passé s'ils étaient restés entre illuminés. Une secte contre une autre secte. Deux sectes de débiles profonds. Deux sectes d'abrutis partis dans leur chimère. S'ils n'avaient pas su recruter, faire fond sur des passions et recruter des grands escadrons de la mort, il ne se serait rien produit, ou pas grand-chose. Donc moi je dis, quand je vois un raciste, mon premier souci, je ne sais pas comment, après chaque circonstance est particulière, mais quand je vois un antisémite, je ne perds pas de temps. D'abord je me dis que c'est son problème, c'est pas le mien, l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est pas le problème ou le racisme, c'est pas le problème des victimes, c'est le problème des bourreaux. C'est une maladie de l'âme. Donc c'est leur histoire. Donc je dis d'abord qu'ils se débrouillent avec ça, et puis surtout faire en sorte que autour de lui il y ait le maximum qu'il y ait une sorte de cordon sanitaire qui fasse que la contamination soit difficile, voire impossible. Et ça s'appelle la démocratie. Un Burundi en chemin vers la démocratie, mais en chemin sérieusement, où les principes de démocratie occidentale, pas occidentale, la démocratie, elle n'a pas de patrie, elle n'a pas de racines.
La démocratie, c'est une graine miraculeuse qui pousse partout. Elle se transporte. Hein. C'est comme les valeurs européennes. Elles sont nées en Asie et elles ont fait l'Europe. Bon, c'est ça la démocratie. Si le Burundi s'engage sur le chemin de la démocratie, vraiment, vous verrez comment il restera toujours des abrutis persuadés que la seule affaire du monde, c'est que les Hutus se débarrassent des Tutsis et que la tâche la plus essentielle de l'humanité, c'est que les Tutsis se débarrassent des Hutus, mais ils seront si minoritaires, on se moquera d'eux dans les quartiers, ça sera les idiots du village. C'est à ça qu'il faut arriver. Travaillons à ce qu'on arrive à ce que justement ce soit cela. Oui. Merci beaucoup d'avoir contribué à ce processus, j'allais dire. Merci beaucoup d'être passé encore une fois au Burundi, apporter votre soutien, apporter votre regard, apporter votre clarification encore une fois, donc faire votre métier de toutes les façons. Merci beaucoup. La prochaine fois, ce sera quand? Qu'est-ce qu'on fait jusqu'à présent? C'est tous les 6 ans, tous les 7 ans. Alors on va essayer d'accélérer. On va essayer d'accélérer. On va essayer de venir avant 7 ans. Merci beaucoup Bernard Lévy, merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Merci. Merci.